tu vas pouvoir, si tu veux, optimiser ta fiscalité en allégeant tes charges fiscales avec comment te dire, des mécanismes, bien entendu, qui sont complètement légaux. Et cet argent-là, le gain que tu vas faire en optimisant ta fiscalité, qu'est-ce que tu peux en faire? Tout simplement le réinjecter et réallouer à la constitution de ton patrimoine. Tout simplement. Ce que tu gagnes d'un côté, tu vas le réinvestir de l'autre et le faire fructifier. Donc, en fait, quand tu comprends la fiscalité et que tu as compris que dans ta stratégie, au-delà de placer pour placer, tu dois prendre en compte la fiscalité et l'optimiser au maximum, tu as tout compris. Salam alaikum Nadia, comment vas-tu? Ouais, allez comme Salem, je vais très bien et toi? Alhamdulillah. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc, le but, c'est de faire une série sur l'éducation financière, l'investissement halal en France, etc. Et je pense que, voilà, on en parle depuis un bout de temps et on a de belles surprises pour l'audience. Et vous découvrirez, restez bien jusqu'à la fin. On va discuter de beaucoup de choses, déjà savoir qui est Nadia et voir certaines situations, enfin, la situation des musulmans en France à travers l'investissement, l'économie, les, les trucs qu'on ne comprend pas toujours à travers ça. Donc, il y a du flou, etc. Donc, le but, c'est dans un premier temps déjà de démystifier un peu tout ça, on va dire ça comme ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première question que je pourrais te poser. Nadia, tu affiches 15 ans d'expérience en gestion de patrimoine et une double casquette assez rare, donc fiscaliste, et tu as un parcours en plus en finance islamique. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené, pardon, à te spécialiser dans ce domaine précis? Alors, moi, effectivement, donc moi, je suis gestionnaire de patrimoine et fiscaliste, comme tu dis, double casquette. Bon, je fais pas mal d'autres choses en immobilier. Bon, ça fait partie de la gestion de patrimoine, d'avoir des casquettes un petit peu avec des notions de droit, de notariat, d'immobilier. Donc, c'est un petit peu tout, on va dire, tous les pavés de connaissances qu'on doit avoir en tant que gestionnaire de patrimoine. Effectivement, je suis fiscaliste. Alors moi, ça fait plus de 15 ans que j'exerce. J'ai démarré, bien entendu, en finance conventionnelle, classique. Donc, quand je suis sortie de l'école, j'ai été automatiquement embauchée par une banque. Donc, j'ai travaillé 10 ans dans une banque comme conseillère financière, à tous les niveaux. J'ai monté des échelons pour après repartir sur de la gestion de patrimoine, donc toujours en finance conventionnelle. Et pareil, je crois c'était 8 ou 9 ans. Et je me suis rendu compte à un moment donné, suite à une discussion mais banale, dans un cadre associatif où on était effectivement une majorité de musulmans, où effectivement il était mis sur le tapis le fait que de travailler dans une banque, c'était pas conforme, c'était pas halal. Alors c'est sorti comme ça dans une conversation, et moi, c'est vrai que je me suis offusquée en me disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que je n'avais pas cette notion-là, donc je savais bien entendu que investir, que la riba, donc faire des crédits ou investir sur des placements à intérêt est interdit. Par contre, je me disais que quand je le faisais pour les autres. Je ne le faisais pas pour moi à titre personnel. Donc pour moi, ça ne posait pas de problème. Et c'est avéré qu'en interrogeant des imams et en regardant dans les textes, moi-même à la source, c'était réel. Donc je me suis mis pendant quelques mois des œillères en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? J'aime ce métier, je ne sais pas faire autre chose, je ne me voyais pas faire autre chose. De toute façon, c'est un métier que je pense que tu as dû le constater au quotidien que j'aime. Je suis passionnée par ça, la gestion de patrimoine, aider mes clients, les accompagner. Et puis, j'ai essayé de trouver des alternatives en regardant un petit peu ce qui se passait sur Internet. Et c'est en faisant mes recherches justement sur le côté licite ou pas de la finance conventionnelle que je suis tombée en fait sur des mots comme finance éthique, finance islamique. Et pour te dire, même la première fois que justement j'avais navigué sur Internet et que j'étais tombée sur ça, j'étais tombée sur un post de l'INA Finance en plus. C'était une dame, une de leurs associées qui, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, qui parlait de ça. Et j'ai été en fait subjuguée par ce qu'elle disait. Je me dis, mais c'est vraiment ce qu'il me faut, c'est vraiment cette éthique-là. J'ai besoin d'aller vers ça. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait des formations de finance islamique, que ça existait, qu'on pouvait travailler, être conseiller en gestion de patrimoine ou travailler travailler dans des entités financières islamiques, sans riba. Donc, j'ai vite pris le virage à 360 degrés et je me suis formée. Donc, je me suis formée, j'essaie de comprendre. Je me forme toujours. De toute façon, la formation, elle est nécessaire au quotidien avec les évolutions et on ne sait pas tout de suite. Donc, voilà, j'ai pris ce virage et j'ai décidé, en fait, maintenant de délaisser la finance conventionnelle et de ne travailler qu'avec, effectivement, des clients musulmans et principalement en finance éthique islamique. D'accord, merci beaucoup Nadia.
Donc, du coup, à quel moment de ta carrière classique, enfin, à quel moment, on va dire que tu as vu qu'il y avait un vide énorme pour les investisseurs musulmans en France? Alors je dirais que c'est pas lié à ma carrière, c'est lié enfin dans ma carrière, moi je te dis, la majorité de ma carrière a été faite en finance conventionnelle. Donc je ne connaissais pas la finance islamique, je ne savais même pas que ça existait. Donc Mhm. c'est pas au moment de ma carrière que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide énorme et le vide, je m'en suis rendu compte à moi à titre personnel. C'est-à-dire que, à défaut d'avoir des solutions, beh, qu'est-ce qu'on fait? On thésaurise. Et je l'ai fait comme tout le monde, tu laisses ça sur des comptes courants et tu sais pas quoi faire. Ou alors, oui, tu vas sur de l'immobilier ou tu vas acheter de l'or. Moi, je sais que c'est ce que je faisais. Tu vas aller sur des actifs tangibles où tu dis, bon, bah, c'est tout, mon argent, je vais la mettre dans de l'or, dans voilà, des choses, enfin, comment te dire, des investissements tangibles et pas forcément peut-être sur des placements financiers ou autres solutions qui existaient. Donc, c'est pas vraiment au moment de ma carrière où je m'en suis rendu compte, c'est moi, à titre personnel, au cours de ma vie, en me disant, mais il n'y a rien pour nous, quoi. Il n'y a rien pour nous. Et c'est en découvrant la finance islamique que je me suis dit qu'effectivement, il y avait des solutions. Alors, il y a aussi un vide, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de potentiel et pas forcément énormément de solutions développées en France, je parle bien au niveau français, hein, mais, Mhm. mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire en finance islamique. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut s'y intéresser, mais le chemin, voilà, il y a beaucoup d'évolutions. Ce qui est bien, c'est qu'on a une jeunesse qui rentre, voilà, qui arrive sur le terrain, qui sont force de proposition, qui crée de beaux projets. La finance islamique se développe et voilà, maintenant on a une croissance à 2 chiffres, hein, sur la finance islamique. Donc on a de belles évolutions, de belles perspectives devant nous en tout cas. Merci, c'est très intéressant. Donc, il y a un truc aussi que beaucoup de personnes confondent gestion de patrimoine et placer de l'argent. Concrètement, aujourd'hui, quel est ton métier au Alors ça, c'est une excellente question. Alors, je te dirais que placer de l'argent, placer de l'argent, c'est un acte où tu places de l'argent. Et en plus, beaucoup le font sans savoir exactement ce qu'ils font, donc ils ne sont pas accompagnés. Mais la gestion de patrimoine, c'est pas seulement placer de l'argent, c'est une stratégie. C'est vraiment définir une stratégie. Et c'est là la différence entre je place et quelle est ma stratégie pour investir. Donc voilà, c'est pas la même chose. La gestion de patrimoine, c'est ça. Moi, mon métier, en fait, c'est tout simplement de comprendre la situation globale de mes clients. C'est pour ça que moi, quand le premier entretien de mes clients, ça s'appelle un entretien de découverte. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as besoin de connaître ton client. Tu as besoin de connaître sa situation globale, c'est-à-dire sa fiscalité, sa situation familiale, ses dettes s'il y en a, ses revenus, sa composition, la composition de sa famille. On rentre même jusque dans l'intimité. Quel est votre type de contrat de mariage? On va même plus loin quand il s'agit de transmission de succession, de savoir les parents, est-ce qu'ils veulent en avantager par exemple certains enfants? Est-ce qu'il y a déjà des donations qui sont faites? Voilà. Donc tu rentres vraiment dans l'intimité, le quotidien des clients pour mieux apprendre à connaître leur situation. Et là, en fait, avec eux, en fonction de leur objectif, tu vas bâtir une feuille de route et faut qu'elle soit claire, hein, cette feuille de route-là, et tu vas effectivement essayer d'élaborer une stratégie avec eux de placement adapté ou d'autres autres actes de gestion en fonction de leur profil. Bien entendu, toujours conforme. Maintenant, hein, étant donné que c'est de la finance islamique que je fais, hein, conforme bien entendu aux convictions religieuses, mais on va aller avec cette feuille de route-là optimiser l'épargne, la construction de l'épargne, la fiscalité et bien d'autres choses. Donc, ça, c'est super important pour éviter des erreurs qui peuvent être coûteuses. Si tu ne définis pas de stratégie et si tu ne prends pas en compte tous les penchants de ta vie au quotidien, tu ne peux pas investir de manière optimale. C'est pas possible. C'est en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est placer de l'argent pour placer de l'argent. Donc cette stratégie, notre travail est essentiel parce que sans stratégie, tu vas pas loin. Tu vas faire fructifier peut-être un patrimoine sur du long terme, mais qui va pas forcément te rapporter parce que tu n'auras pas optimiser ta fiscalité, par exemple. Tu n'auras pas pensé peut-être à la transmission. Comment tu as préparé ça aussi? C'est très important. Donc, on peut investir sur du long terme correctement, de manière éthique, avec une bonne stratégie et une feuille de route. Et c'est pour ça que la gestion de patrimoine répond à ces problématiques-là. Très intéressant parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Sans stratégie, on ne va pas loin. Non. Donc, du coup, avec ton recul, quel constat aujourd'hui tu fais sur la situation économique des musulmans en France, d'accord? Et est-ce qu'on a une communauté
qui investit mal ou qui n'investit ou qui n'investit pas du tout? Alors, si tu savais, moi, ça, c'est mon constat au quotidien. Alors, sans jugement de valeur ni quoi que ce soit, hein. Alors, il faut savoir que on a un potentiel, la communauté musulmane, pardon, a un potentiel qui est énorme, mais on a une éducation financière qui est beaucoup trop faible. Alors, c'est pas que la population, la communauté musulmane, hein, c'est vraiment l'éducation financière en France, elle est quasi inexistante. On ne l'apprend pas à l'école. On nous apprend des bêtises maintenant. On apprend à nos enfants des bêtises plutôt que de leur apprendre à gérer leur argent. Tu vois. Donc, il y a Super. peut-être certaines priorités qu'il faudrait revoir. Mais ce que je constate, je ne sais pas si tu te rappelles, Samuel, au début, quand j'ai démarré, je pleurais souvent quand j'ai basculé de la finance islamique parce que moi, j'avais l'habitude en finance conventionnelle de gérer des très, très gros patrimoines, notamment tout ce qui était agri et compagnie. Donc, je brassais des millions. Et quand je suis arrivée en finance islamique, j'avais échangé avec des partenaires où on me disait épargne moyenne du musulman, des contrats du musulman, 13 000 euros. Et je me suis décomposée. 13 000 euros, pour moi, c'était rien. Comment ça, 13 000 euros? Et je me suis dit, bon, les musulmans sont pauvres, je ne vais jamais gagner ma vie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de gérer des petits contrats à 13 000 euros. Moi, ce que je veux, c'est avoir des challenges, les aider à défiscaliser, trouver des stratégies. Voilà, c'était ça. Mais je me disais que 13 000 euros, il n'y a pas besoin de stratégie. Enfin, voilà. Et je pleurais, je me rappelle au début, j'avais une peur en me disant, mais en fait, mon métier va complètement changer. Le musulman doit être pauvre. Et finalement, moi, je me rends compte que sur le terrain, on a une communauté qui travaille dur, qui a vraiment des postes à responsabilité, des chefs d'entreprise, des médecins, des avocats, avec un potentiel énorme. Et ce que je vois en face, c'est que malgré ce potentiel énorme, l'éducation financière, elle est vraiment trop faible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans, soit ils investissent mais c'est mal investi, ou alors c'est investi en finance classique. Je vois des livrets A, des LDD, des assurances vie avec des fonds en euros, des placements même sur des marchés financiers qui ne sont pas conformes à ce que nous demande notre religion, ou alors d'autres qui sont avertis, par contre, au contraire, qui savent que la riba est interdite. La riba, je le répète, hein, la riba, c'est le surplus, le gain, les intérêts, c'est souvent connu sur les intérêts, qui sont adossés à des prêts, hein, à des contreparties, on va dire la riba, oui. Donc, il y en a qui en ont conscience et ils en ont tellement conscience qu'ils ne vont pas investir sur des livrets, mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout laisser sur leur compte courant. Donc, du gros, zéro investissement. Ça dort, ça thésaurise. Et là, si on prend juste l'impact de l'inflation, ben, mécaniquement, on gagne rien. Justement, on entend souvent, excuse-moi, on entend souvent qu'il y a des milliards d'euros qui dorment sur des comptes courants ou sur les matelas par peur des intérêts du riba ou par méconnaissance carrément. C'est une réalité, ça? Ah oui, non, mais je confirme que c'est une réalité. Et moi, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai des sommes, et puis ça semble normal pour eux. J'ai des sommes astronomiques qui dorment sur des comptes courants, même sur des livrets. Mais oui, c'est vraiment une réalité, hein. Et malheureusement, quand je vois ça, c'est vrai que je me dis, bon, c'est souvent par méconnaissance, hein, et c'est ça le problème. C'est que comme il n'y a pas d'éducation financière assez, comment te dire, les clients ne sont pas forcément avisés de ce qui existe, par peur, souvent, ils vont laisser dormir. Donc, ils vont dire, de toute façon, c'est en sécurité, c'est là, ça dort. Je ne peux pas perdre plus que ça. OK, je ne fais pas de riba, mais ça dort. Et ce n'est pas la solution. Voilà, on ne peut pas… effectivement, en fait, ils ont un compromis entre la riba, tout ce qui est interdit, et je ne sais pas où aller. Donc, du coup, ça dort. Et on n'investit jamais. Parce qu'on n'a pas forcément les ressources essentielles nécessaires pour investir. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui laissent leur argent dormir justement par crainte de mal faire religieusement, quel est le danger réel de l'inflation sur leur épargne à long terme? De toute façon, l'inflation, on l'appelle le voleur, c'est un voleur silencieux, hein, c'est le voleur de temps, hein, l'inflation. Concrètement, c'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est un effet mécanique qui vient tout simplement vous faire perdre, je perds le mot, du pouvoir d'achat, voilà, du pouvoir d'achat tous les jours. Concrètement, 1 000 euros que vous avez aujourd'hui et que vous laissez dormir, dans 15 ans, ne vaudront peut-être plus que 600 euros. C'est un mécanisme qui vient tout simplement éroder votre pouvoir d'achat. Donc, c'est super dangereux. Au lieu de le faire fructifier et normalement d'avoir des potentiels gains, on va tout simplement laisser dormir, laisser l'effet mécanique de l'inflation grignoter cet argent petit à petit et en silence, hein. Facialement, vous voyez 1000 toujours, mais la valeur réelle, ces 1000-là que vous avez aujourd'hui, vous ne pourrez pas acheter la même chose demain avec 1 000 euros.
C'est ça voilà, qu'il faut intégrer. C'est ça. Et on le ressent depuis le Covid. Hein. Je pense que quand on fait les courses, on l'a senti que Oui, les prix avaient augmenté quand même. Et même certains pays où il y a l'hyperinflation, c'est qu'on peut avoir 100 000 euros aujourd'hui, ouais, mais 100 000 euros, ça ne vaut pas la même chose que quand il n'y a pas d'inflation, c'est que l'argent, c'est incroyable. Donc les gens ne se rendent pas compte, ils pensent que toujours ils ont 100 000 euros. Non, ben c'est un chiffre, mais qu'est-ce que tu peux acheter avec? c'est C'est la ça. question qui est posée, ouais. Souvent, une Effectivement. financière qui me raconte une inflation. C'est une notion qui n'est pas forcément acquise pour tout le monde. Donc, on dit, bah non, moi, j'ai mes 100 000 euros sur le compte, je les laisse, ils dorment, j'ai toujours 100 000 euros. Oui, effectivement, c'est ce que je disais en valeur faciale, tu as 100 000 euros. Par contre, avec tes 100 000 euros, aujourd'hui, tu vas peut-être pouvoir acquérir certains biens, et alors que tu ne pourras pas le faire dans 10, 15 ans. Tes 100 000 euros, tu ne pourras pas acheter la même chose. Ça coûtera beaucoup plus cher. Ça vaudra Il y a moins. une question, il y a une question par rapport à la finance islamique. Pas Ouais. beaucoup de finances islamiques un petit peu de nos jours, mais ça reste assez flou pour la masse des gens. Est-ce que tu pourrais expliquer simplement avec des mots simples pour quelqu'un qui n'est pas forcément initié, qu'est-ce que la finance islamique et est-ce que c'est que pour les musulmans? C'est la Alors, question qu'on peut se poser. c'est vrai qu'on associe souvent la finance islamique, on l'appelle comme ça. Alors d'ailleurs, attention, parce que maintenant on nous dit, avec l'ambiance un petit peu, tu sais, euh, enfin, anti-islam, l'islam fait peur, voilà. Mhm. En France, hein, donc on nous dit de ne pas dire finance islamique et plutôt de dire finance éthique. Moi, j'aime pas forcément dire ça. Alors, la finance islamique, c'est de fait une finance éthique et responsable. Il n'y a pas photo. On entend souvent parler de finance éthique pour camoufler un peu le côté islamique, mais c'est toujours adossé effectivement à nos textes, hein, à notre aspect religieux, à nos valeurs religieuses aussi. Et ça, on ne va pas le nier. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas ouvert aux autres. Ce n'est pas simplement pour les musulmans. Tout le monde peut y adhérer parce que c'est tout simplement une finance éthique et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, hormis la riba, la finance islamique, effectivement, c'est le fait de ne pas avoir de riba ni dans nos investissements, c'est-à-dire qui rapportent, ni dans des prêts éventuels qu'on pourrait faire, par exemple, pour l'acquisition d'un bien immobilier. On évite également la spéculation excessive, c'est-à-dire que quand on est musulman, on a une responsabilité sur notre argent. On nous demande effectivement de la gérer en bon père de famille. Ça, ce sont des grandes lignes, on va dire, de la finance islamique, c'est-à-dire pas trader, ne pas spéculer et plutôt avoir des investissements responsables et de manière, on va dire, plutôt bien gérée. Et après, pourquoi on parle de finance éthique et responsable aussi? C'est surtout que la finance islamique va tout simplement épurer, sortir tous les secteurs qui vont être nuisibles. Je prends des exemples, l'alcool, les jeux de hasard, l'armement, la pornographie, le tabac, tout ça Mhm. sans être musulman. On ne va pas aller très loin sans être musulman. Et moi, j'ai déjà eu des clients en finance conventionnelle. Moi, j'ai déjà eu une cliente qui refusait d'investir. Il y avait, je crois, Pernod Ricard dans un portefeuille. Elle a refusé de prendre le placement parce qu'il y avait Pernod Ricard qui faisait la promotion de l'alcool avec un marketing spécialisé pour les jeunes. Donc, elle me disait, les jeunes se tuent sur la route à cause de l'alcool. Moi, je suis contre ça. Donc, tu imagines, donc, c'était adossé à des valeurs. Ces valeurs profondes ne voulaient pas faire la promotion de l'alcool. Si on ne va pas loin, quand tu regardes des spots publicitaires et que tu te rends compte que sur les paquets de cigarettes, je crois que c'est Fumez-tu, c'est marqué un truc comme ça, Fumez-tu, Mhm. quand tu as des spots sur l'alcool, ils disent attention à consommer avec modération. Les jeux de hasard, c'est marqué pareil, les jeux de hasard peuvent être nocifs et créer des problèmes familiaux et compagnie. Donc, sans être musulman, on sait que quand on fait la promotion de ces secteurs-là, de ces produits-là, ce sont des secteurs qui sont addictifs, qui peuvent créer des problèmes familiaux et sociétaux. Donc, dans notre finance éthique, à partir du moment où un secteur va être nuisible pour la communauté, pour la société et engendrer des fitnas, je suis désolée, la sagesse veut qu'on n'investisse pas dedans. Donc, voilà pourquoi elle est éthique, pourquoi elle est responsable, mais elle ne se différencie pas, je veux dire, en termes de rendement, voilà, de rendement ou de type de marché de la finance conventionnelle. Hein. On a exactement les mêmes produits. Parfois, tu vois, si tu prends un ETF MSCI World et l'ETF MSCI World islamique, c'est les mêmes, ils fonctionnent de la même manière, sauf que dans celui islamique, on va enlever des entreprises, par exemple bancaires, sont sorties ou celles qui peuvent être illicites. Mais en termes de fonctionnement, c'est le même produit. Un va être Sharia compliant et l'autre non. Donc, il ne faut pas penser que la finance islamique, ce n'est pas de la finance classique conventionnelle, c'est exactement la même chose. On accède au même marché immobilier, marché boursier, les ETF, ce sont les mêmes produits, sauf que dans nos produits, on respecte une éthique et on va tout simplement essayer d'épurer
ou de faire en sorte que les critères qui sont interdits ou illicites dans notre religion n'apparaissent pas dans nos investissements. C'est tout. Et parfois, je me suis rendu compte, j'ai eu le cas avec une cliente, que les fonds éthiques islamiques peuvent surperformer ceux qui ne le sont pas. Donc voilà. Eh oui, c'est Eh plus, oui, oui. c'est plus Alors cool là, que j'imagine. on l'a constaté. Donc, tu étais formé en finance islamique. Oui. Pourquoi c'est important d'avoir une certification ou un cadre sérieux quand on parle d'investissement éthique? En opposition à tout ce qu'on voit aujourd'hui, le bricolage qu'on voit sur Internet, tout le monde en parle, etc. J'ai une belle anecdote de semaine dernière, je crois que j'ai dû te la raconter, qui m'a juste fait dresser les poils du bras. Je te raconte des bras, je te raconte pas. C'est super important parce que on peut pas, tout le monde ne peut pas s'improviser conseiller finance islamique. Hein. Tu regardes juste sur les réseaux sociaux, tu regardes sur TikTok, sur Instagram et compagnie, il y en a qui se programment investisseurs halal. Le lendemain, le même produit est vendu comme haram. Voilà, tout le monde y va. En fait, le halal fait vendre. Donc maintenant, c'est du halal, c'est du éthique islamique à tire-larigot sur les réseaux sociaux. Et c'est improvisé par des conseillers qui n'ont ni base, parfois même financière, et c'est ça encore le plus grave, ni base de minimum de finances islamiques. Donc on voit tout et n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça pose problème. Pourquoi aussi les musulmans n'investissent pas aujourd'hui? Parce qu'ils voient tellement de charlatans sur les réseaux sociaux qu'ils ne savent plus à qui faire confiance, donc ils n'investissent pas. Un jour c'est halal, le lendemain c'est haram. Donc ils ne savent plus. Donc non, la finance islamique, être certifié en finance islamique, c'est super important pour effectivement garantir en fait que les placements qu'on va proposer à nos clients sont éthiques. On a un devoir, en fait, c'est pas qu'on peut le garantir, enfin on le garantit, moi j'essaie de faire en sorte d'être vraiment droite dans ça. C'est-à-dire que moi-même, avant de proposer à mes clients une solution, je vais déjà vérifier cette solution. Y a-t-il un charia board? C'est super important. Beaucoup de conseillers qui s'improvisent conseillers islamiques ne savent peut-être pas ce qu'est un charia board ou ne vont pas vérifier si un charia board ou pas. Eux-mêmes, dans les solutions qu'ils proposent, il n'y a pas du tout de charia board. Donc voilà, ils ont décidé que c'était islamique parce qu'il y avait une consonance peut-être orientale, donc c'est islamique. Je vais te raconter d'ailleurs ce qui s'est passé semaine dernière. Je vais vous raconter, vous allez voir que beaucoup se font avoir par avoir parce qu'ils sont impressionnés par le personnage ou le fait que ce soit médiatisé. Alors c'est génial, on y va. Donc en fait, pourquoi c'est important aussi cette certification? Parce qu'on va gagner aussi la confiance de nos clients. Un conseiller lambda et un conseiller qui est certifié finance islamique, qui a fait des études dans ce sens-là, va être capable, comment te dire, d'adapter, d'auditer n'importe quel produit financier. C'est ce que je te disais. Quelqu'un qui n'a pas les bases, il ne saura même pas si détecter si c'est halal ou pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans notre formation. On montre à nos élèves, on leur apprend les bases de la finance islamique, les notions pour pouvoir de eux-mêmes, tac, 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 je valide tel point, et je sais à peu près effectivement si c'est bon ou pas. Et je fais une double vérification pour voir si effectivement le produit est éthique ou pas. Mais ces bases-là, on leur apprend. Donc c'est pour ça que nous, en tant que conseillers, on doit avoir cette certification, sinon, ce n'est pas la peine. Une petite anecdote, semaine dernière. Donc, semaine dernière, j'étais à un événement sur la finance avec pas mal de musulmans, le fameux Jama Summit. Et donc, il y avait un intervenant qui présentait, donc il y avait pas mal d'intervenants, des sociétés de gestion qui présentaient leurs solutions de placement. Il y avait des startups, justement, qui venaient faire leur levée de fonds. C'était vraiment un bel événement où on a vu plein de beaux projets. Et donc, cet intervenant présentait là une solution d'investissement sur le cinéma. Donc, il déroule son speech et compagnie. Bon, pour quelqu'un qui ne serait pas musulman, c'est vrai que c'est des produits qui sont intéressants. Moi, j'ai déjà vu quand j'étais en finance conventionnelle. Et là, il interpelle les musulmans en disant, au fait, pour les musulmans, sachez que ce placement est charia compliant. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Une petite jeune prend, je voulais prendre le micro, j'attendais qu'il termine. Donc, une petite jeune a eu le micro avant moi. Donc, elle lui dit, mais alors, je ne comprends pas, c'est Sharia compliant, pourquoi? Il lui dit, ah, ben, parce qu'il n'y a pas de riba et compagnie. Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Enfin, voilà, il lui dit, il n'y a pas de riba et compagnie. Elle voulait lui poser une deuxième question, est-ce que vous avez un Sharia board? Elle n'a pas eu le temps. Et il dit, il n'y a pas de riba et compagnie. Même sachez que on a financé un film à Dubaï et un film qui s'est tourné au Maroc. Donc, pour lui, il est Sharia compliant parce qu'il n'y a pas de riba. Or, l'absence de riba n'est pas la seule condition pour qu'un produit soit charia compliant. Et deux, c'était exotique. Ils ont financé un film à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis et ils ont financé un film qui s'est tourné au Maroc. Donc, le fait de tourner au Maroc, on est chez les Marocains. Donc, forcément, c'est charia compliant. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, il l'a coupé. Elle n'a pas eu le temps de poser sa deuxième question. Je demande la main, le micro. Et je lui dis, donc je lui explique
poliment. Je lui dis, écoutez, vous avancez le fait que c'est ça charia compliant. Donc, je lui explique que l'absence de riba n'est pas un critère pour définir que le produit est éthique ou pas. Je lui dis, qui plus est, le film là que vous annoncez, le placement que vous annoncez, c'est pour financer un film américain où il y a de l'alcool. Il y a des scènes qui peuvent être, voilà, pour nous, pas très conformes. On peut faire la promotion de l'alcool, du tabac, de pas mal de choses. Alors déjà, et c'est du divertissement. Alors déjà, nous, c'est un secteur qui ne fait pas partie de nos secteurs, on va dire, licites. Donc, j'ai mal à comprendre. Un investissement qui est adossé à ça, quand on dit qu'il est charia compliant, c'est charia compliant de A à Z. C'est pas juste le montage du financement, le fait qu'il n'y ait pas de riba. Voilà. Donc, je lui explique ça, poliment. Je lui dis, et qui plus est, c'est pas parce que vous avez financé des films à Dubaï, au Maroc et compagnie que c'est un critère. C'est pas parce que vous êtes dans un pays musulman, que le film est tourné dans un pays musulman, que c'est un critère de charia compliant. J'ai dans les pays musulmans, vous savez qu'il y a des banques ribaouis. Il y a plein de banques ribaouis. Et donc, ce critère ne fait pas Je tiens pas la route. tient pas la route, votre critère. Je lui dis, donc c'est tout, je lui explique que ça va au-delà de ça. Le charia compliant, ça va au-delà de ça. Il y a beaucoup de critères à respecter qu'on ne peut pas dire ça. Je lui dis, ma seconde question, avez-vous un charia board pour avancer et communiquer à tout le monde, en grand public, donc à la communauté musulmane que vous pouvez induire en erreur, que le produit est charia compliant? Il me dit non. Je dis donc, il est charia compliant, vous n'avez pas de charia board? Oui, mais c'est ceux qui veulent prendre un charia board, ceux qui veulent, ils peuvent prendre. Je dis non, mais ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire à tout le monde que votre produit, donc là, s'ils viennent mettre des fonds pour la levée de fonds pour financer le film, c'est charia compliant, alors qu'on n'avait pas de charia board, on s'en fiche de quel niveau. Pas de charia board qui l'a attesté. Donc, je lui dis, conclusion, votre produit n'est pas charia compliant. Vous ne pouvez pas dire. Donc, tu imagines que, parce qu'on est dans une audience, dans une grande école, parce que voilà, c'est charia compliant, il n'y a pas de riba, et en plus, on a tourné un film au Maroc. Mais quand on n'a pas, c'est pour ça que tu me parles de certification, quand on n'a pas de notion en finance islamique, on ne peut pas, et surtout quand il n'y a pas de charia de board, se permettre de proclamer qu'un produit est halal et charia compliant. Non. Donc ça, je l'ai vu en direct. Le riba, comme tu dis, exactement. Non, mais c'est pas, l'absence de riba n'est pas un critère, un seul critère à prendre en compte pour dire que le produit est charia compliant. Ça va bien au-delà. Donc non, il nous faut en face des personnes qui sont formées. Voilà, moi, je ne suis pas imam, je ne suis pas savant ni compagnie, mais on a un minimum de formation. Cette certification est importante parce qu'on a au moins appris les bases. Et c'est important pour nos clients. Très bien. C'est mon coup de gueule du jour, mais franchement, la semaine dernière, je n'étais pas contente. Il y a de quoi faire. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. On le sait, des verres, des pas mûrs. Non, mais surtout, c'est pas ça qu'on se bat, nous, au quotidien, pour essayer d'avertir la communauté, de les former aux bonnes pratiques. Et tu as des gens comme ça qui viennent démonter le truc et qui viennent te vendre n'importe comment des produits qui ne sont pas charia compliant. Non. Nous, on fait un travail de masse pour avertir la communauté. Venez pas derrière avec de simples arguments parce que vous êtes connu, que vous êtes sur le podium, dire aux musulmans, allez-y, c'est charia compliant. Non, vous n'avez pas le droit. Là, on n'aime pas trop les musulmans, mais leur argent, c'est super intéressant. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, là, c'est pas de problème. Mais justement, parlons argent. Ouais. Parce que l'argent, c'est bien de placer l'argent. C'est bien d'avoir de l'argent, de place, etc. Mais il y a un truc qu'on oublie. Et c'est là que ta casquette de fiscaliste va rentrer en jeu. Donc, tu es fiscaliste, et c'est un mot qui fait peur aux gens. Quand on dit, quelques avocats fiscalistes, ça fait un peu. Ils ne comprennent pas le mot, ils ont peur. Non, moi, on me dit souvent, tu sais, on me confond fiscaliste et contrôleur des impôts. C'est ça. Je ne suis pas contrôleur des impôts. Alors, des fois, je rigole. Je dis non, je ne suis pas contrôleur des impôts, je vous aide à optimiser votre fiscalité. C'est le contraire, moi, je vous aide à payer moins d'impôts. Alors, ils rigolent, ils me disent, ah ben non, mais je croyais qu'ils ont peur, en fait, de divulguer des informations parce qu'ils pensent que je suis contrôleur des impôts. Donc, je rigole des fois, mais ils confondent. Alors, justement, en quoi la fiscalité peut-elle être un allié pour s'enrichir et non juste une contrainte? Parce que les gens ne comprennent pas. Parce que, vas-y, je te laisse expliquer parce que tu seras la mieux placée pour expliquer ce. Tout à l'heure, quand je parlais de stratégie, quand je disais, tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi la différence entre placer et la gestion de patrimoine? C'est rien que ça. Placer, c'est bien. On va placer, on va faire fructifier, on va avoir des gains. Mais si tu n'optimises pas ta fiscalité, je suis désolée, ta fiscalité vient manger une partie de tes gains. Donc, tu ne gagnes pas tant que ça. Donc, en fait, la fiscalité, elle peut être ton meilleur allié, mais par contre, à condition, en tout cas pour t'enrichir, à condition de bien la comprendre. En fait, tu vas pouvoir optimiser légalement, bien entendu, attention, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais tu vas pouvoir, si tu veux, optimiser ta fiscalité
en allégeant tes charges fiscales avec comment te dire, des mécanismes, hein, bien entendu, qui sont complètement légaux. Et cet argent-là, le gain que tu vas faire en optimisant ta fiscalité, qu'est-ce que tu peux en faire? Tout simplement le réinjecter et réallouer à la constitution de ton patrimoine. Tout simplement. Ce que tu gagnes d'un côté, tu vas le réinvestir de l'autre et le faire fructifier. Donc, en fait, quand tu comprends la fiscalité et que tu as compris que dans ta stratégie, au-delà de placer pour placer, tu dois prendre en compte la fiscalité et l'optimiser au maximum, tu as tout compris. C'est aussi simple Et que ça. ouais, je pense que c'est ça, les gens ne comprennent pas des fois que des personnes qui sont riches, ils ont des armées d'avocats, de fiscalistes, etc., d'experts comptables. Mais c'est qu'en fait, l'argent, encore une fois, c'est bien de le gagner, mais c'est aussi bien de le garder parce qu'en fait, c'est comme si tu te fais. Je prends un exemple, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Tu te fais attaquer par des vautours. Excusez-moi l'expression, mais c'est le cas. Ton argent, une fois que tu l'as gagné, tu as fait des efforts pour le gagner, eh ben, il faut le protéger. Tu peux en gagner beaucoup, mais si tu ne protèges pas ton butin, eh ben, il va fondre au soleil. D'accord? Donc, voilà. Donc, je C'est voulais ça. le préciser. Pourquoi c'est En fait, important de gagner? en gros, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dissocier les deux. Exactement. L'un ne va pas Exactement. sans l'autre. Et moi, mon rôle au quotidien, c'est ça. C'est de transformer la fiscalité de mes clients en un allié, en un copain, et pas en un ennemi, tu vois. Non, non, non. La fiscalité, elle existe, elle existera toujours, et dans tous les pays. Par contre, comment je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour qu'en fait, cette fiscalité-là, mine de rien, elle me serve de levier. Et ce levier-là, je vais m'en servir pour constituer mon patrimoine. C'est comme ça, en fait, qu'il faut, voilà, pas le voir forcément comme un ennemi. Juste on me dit, ah oui, mais il y a de la fiscalité, ah oui, mais Zen, la fiscalité, c'est pas tant que ça. Et si tu l'optimises, t'inquiète pas, tu seras gagnant quand même. Voilà. Exactement. Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu remarques chez tes clients quand tu les reçois la première fois? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'absence totale de stratégie. Quand je fais les bilans, ils ont de l'argent, donc ils mettent un peu par-ci, un peu par-là, tu sais, au gré des modes, parce que mon collègue a fait ça, alors j'ai fait ça, parce que mon mari m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça, alors j'ai pas fait ça, alors du coup j'ai fait ça. Toi, ils suivent les modes, ils suivent les tendances, sans vraiment une vision globale. Donc c'est éparpillé, n'importe comment, et comme je te dis, pas de stratégie. Donc ça, c'est vraiment l'erreur la plus, celle que je vois le plus sur le terrain. Et la deuxième erreur que je vois aussi, au-delà de ça, c'est laisser dormir tout son argent. C'est-à-dire vraiment, alors non seulement au-delà de ça, c'est l'absence de stratégie, mais en plus de ça, l'inactivité. C'est-à-dire, ça dort et je m'en occupe pas, je m'en occuperai plus tard. Voilà. Et la vérité, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie est très importante et surtout intégrer que le temps est ton meilleur allié. C'est-à-dire que c'est le temps qui va faire que tu vas te constituer ton patrimoine. Donc, il faut s'en occuper maintenant. Il faut prendre les rênes, le faire correctement, mais avec une stratégie bien définie. Voilà. Savoir quels sont tes objectifs, quel projet à court, moyen terme tu veux financer, quel est ton profil d'investisseur. La première chose, c'est se connaître soi-même. Dans notre formation, on parle de ça, du mindset. Le mindset, c'est super important. Être préparé à l'investissement et se connaître et se définir sa propre stratégie sur du court, moyen, long terme. Et c'est super important. Est-ce que tu as l'exemple d'un client qui payait trop d'impôts, d'accord, qui payait trop d'impôts et que tu as réussi à aider? Mais, vu que tu as eu des gros clients, on parle de combien là qu'on arrive à bien optimiser sa fiscalité? Donne-nous des chiffres. Oula. Il faut donner des chiffres, il faut dire. Ouais, bon, après, tu sais, moi, j'ai des clients qui payent des 500 000 € d'impôts et j'en ai d'autres. Bon, alors, je vais prendre un chiffre qui fait peur sans trop faire peur. Ouais, j'en ai un en tête là. Donc, moi, j'avais un client, alors, il était entrepreneur, hein, TNS. Alors, c'est plus facile d'aller gommer une fiscalité sur des entrepreneurs que sur du particulier. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à aujourd'hui, quand on est en finance islamique et on veut vraiment respecter ses valeurs, il y a beaucoup de dispositifs fiscaux auxquels on ne veut pas prétendre. On ne peut pas faire, par exemple, du Girardin, on ne peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, malheureusement. On va pouvoir faire de l'IR-PME dans les startups, bien entendu, qui respectent notre éthique. On va pouvoir faire du PER, ce genre de choses-là. Mais les solutions de défiscalisation pour un particulier sont beaucoup moins importantes que pour un chef d'entreprise. Parce que pour le chef d'entreprise, tu vas pouvoir jouer sur l'optimisation fiscale de sa rémunération. Tu vas pouvoir essayer de mettre des dispositifs, notamment avec des holdings, avec ce qu'on appelle le dispositif Murphy. Il y a pas mal de choses qui existent. C'est plus facile pour moi, pour un entrepreneur, que pour un particulier. C'est pas que c'est plus facile. Comment te dire? J'ai plus de solutions et je suis
plus à même de faire gommer une fiscalité importante chez un entrepreneur que chez un particulier, tout simplement parce qu'on est en manque de solutions ou parce que certaines solutions ne sont pas adaptées à nos valeurs ou encore autre chose. Et je vais le dire sans filtre, on a des monopoles aujourd'hui en finance islamique, malheureusement, qui ne nous permettent pas, nous, en tant que gestionnaires de patrimoine, de pouvoir travailler avec ces distributeurs-là et ne serait-ce qu'en apporteur d'affaires et distribuer ces solutions-là à nos clients. C'est soit nos clients ne sont plus nos clients, donc on les donne, on s'assoit dessus, donc un monopole, ou soit on n'a rien. Alors parfois, quand on a des gros patrimoniaux avec qui on a travaillé pendant des années, on n'a pas envie de lâcher nos clients. Donc voilà clairement. Mais je vais te donner un exemple. Ce fameux entrepreneur, effectivement, alors ça date un peu là, ça fait 1 an et demi ou 2 ans. Il avait une grosse fiscalité. Je me rappelle, on était aux alentours de 28-30 000 euros à peu près. Mais je me rappelle très bien combien on a défiscalisé, mais je suis quasiment sûre que c'était ça. Une fois qu'on a tout simplement restructuré son patrimoine, qu'on a fait des changements de mode de détention, qu'on a fait certains investissements défiscalisants, bien entendu qui étaient adaptés à sa situation à lui, on a réduit, et ça je me rappelle, on a réduit de 12 000 euros par an sa fiscalité. Voilà. Tout en augmentant son patrimoine. Donc, les 12 000 euros qu'il a gagnés, on les a réinvestis. Donc là, en plus de ça, c'est sur des projets immobiliers. Donc, 12 000 euros, tu vas sur de la SCPI, tu te constitues ta retraite. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Donc, sur les 28-30 000 euros, c'était d'imposition. On avait gommé 12 000 euros en gérant bien, en optimisant en fait à droite et à gauche certains pavés, investissements, dispositifs que l'on a mis en place. Et c'est pas de la magie, hein. Faut pas croire que c'est pas de la magie, hein. Bon, après, c'est mon métier d'être fiscaliste, mais même si j'étais pas fiscaliste, beaucoup de gestionnaires de patrimoine savent le faire, hein. Quand tu as certaines connaissances de certains dispositifs et que tu gères bien tes investissements ou même l'immobilier que tu peux avoir, voilà, tu es capable de gommer de l'imposition. Ok, c'est rien que ça, c'est pas mal. Franchement, on voit que c'est comme quoi c'est important de protéger parce qu'on parle de montants assez intéressants qu'on peut en plus réinvestir, donc gagner plus d'argent dessus, donc c'est hyper important. Mais est-ce que tu as déjà ce genre de clients aussi que au début qui sont là, ils ont de l'argent, ils ont peur d'investir. Comment tu as réussi à rassurer ces personnes-là? Ouais. Alors moi, je vais te poser une autre question. Oui, ah bah, si tu Quand veux, on a peur, pourquoi on a peur? parce qu'on ne sait pas. Ouais. Parce qu'on ne connaît pas. On va prendre un Voilà. exemple de la vie courante. Le truc le plus banal, hein, la peur de l'étranger. Pourquoi on a peur de l'étranger? Pourquoi les gens sont racistes ont peur de l'étranger? Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'ils ne connaissent pas son mode de vie, c'est pas comment il fonctionne. C'est la méconnaissance, on est d'accord. Donc la Mhm. peur, elle est attisée par ça, par le fait d'un manque de connaissances. Alors, C'est ça. qu'est-ce qui se passe quand on a un client qui a peur? Moi, je vais dire comment je fonctionne. Je ne suis pas vendeur de produits. Un client qui a peur, tu lui expliques. Donc, si tu viens pour lui vendre, le client, sa frustration, sa peur, elle sera toujours là. Parce que tu lui auras vendu un produit qu'il n'aura pas compris. Et qu'est-ce qui se passe Mhm. quand il y a des, tu sais, hein, quand il y a des baisses des marchés financiers, quand Trump fait la marionnette et que tout s'effondre et que tu as les clients qui, toutes les 5 minutes, appellent et compagnie, je vais perdre mon argent, tout le monde commence à retirer son argent, se poser des questions, compagnie. Un conseiller qui n'aura pas expliqué, qui aura vendu, ah bah, tu peux être sûr qu'il va crouler sous les appels des clients qui vont être pris de panique. Un client qui aura eu les informations dont les solutions d'investissement auront été expliquées, n'aura pas peur parce que tu ne lui auras pas vendu un produit, tu lui auras expliqué pas à pas toutes les solutions d'investissement, bien entendu avec la feuille de route, les objectifs qui ont été définis avec lui. Tu vas lui faire des préconisations de placement bien expliquées, c'est-à-dire les avantages, les inconvénients également. Attention, il faut être transparent, les inconvénients du placement et la fiscalité qui va avec. Si le client a compris, et pour moi c'est ce que j'ai à mes clients, un client qui n'a pas compris, je n'aime pas que mes clients ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand je les reçois et que je fais une feuille de route avec eux, je leur remets un bilan patrimonial. Et tout est expliqué. Ça colle à la réalité et à la demande, à leur objectif. Le produit est expliqué dans les moindres détails et je reprends le bilan avec eux, pavé par pavé. Si le client a compris, tu lui as rien vendu. C'est lui qui achète. Et la peur n'existe pas. C'est complètement différent. Tu vois, le travail n'est pas fait de la même manière. Ah, je Et c'est là comprends que tu tout à mets fait. en place. Mais c'est tout simple, hein. Ouais, non, ça paraît simple. Oh, non, Ouais, mais c'est vrai que mais c'est c'est vrai exactement, je t'assure, ça veut dire que c'est exactement ça. Le client n'a pas compris, la peur ne disparaîtra pas. Il aura l'impression que tu l'as vendu et tu ne l'auras pas convaincu. Si tu que- lui
explique les solutions et qui se rend compte que, ah oui, ça me va bien, j'opte pour ça, pour ça, pour ça. Moi, je donne des préconisations. Après, on peaufine avec les clients. Parce que ah, j'ai compris ce produit-là. Ah, ça fonctionne comme ça. J'ai tous les tenants, les aboutissants. Ah, moi, je veux acheter ça. Voilà. Moi, je veux ça. La peur disparaît. Il a compris le produit. Il l'a choisi. Il l'a choisi parce qu'il l'a compris. Tu comprends? J'aime bien, j'aime bien. Non, mais c'est vraiment ça en plus, c'est vraiment ça. Ah, mais je t'assure que c'est ça au quotidien. Et moi, je t'assure que moi, c'est fruit. Tu sais que quand j'ai des clients et que j'ai des clients qui sont déjà avertis, qui ont des notions de finance, c'est tellement agréable parce que quand je leur parle, je sais qu'ils ont compris. Donc, j'ai pas besoin de faire un double travail, mais des clients où je me rends compte qu'en face, et j'en ai beaucoup, hein, qui n'ont aucune notion de finance, tu leur dis assurance vie, PER, SCPI, bah, tu dis aïe aïe aïe. Et tu définis avec eux une feuille de route. Tu sais qu'ils veulent aller là, 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 là. Et toi, dans ta tête, bling, 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 les lumières s'allument. Tu sais qu'il va leur falloir ça, 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 que ça correspond à leur profil. Donc, tu vas leur faire une feuille de route, tu vas leur présenter. Mais là, avec des clients comme ça, je suis obligée de prendre le temps. Et je prends le temps. Et mes clients, de toute façon, sont les meilleurs. Voilà, je crois que c'est ceux qui pourraient le mieux définir mon travail, hein, si on pourrait les interroger. Hein. Je prends le temps avec eux, même si ça prend 3 heures, d'éplucher et d'expliquer. Les notions qui n'ont pas été comprises, ils posent leurs questions. Voilà. Et je te dis, ça se fait tout seul. Je n'ai jamais forcé un client. Toutes mes préconisations sont noir sur blanc. Et c'est lui, après, je leur dis, on va faire la théorie de l'entonnoir. Ils choisissent. On modifie les sommes, on va prendre ce qui leur parle le plus, ou peut-être qu'il y a des choses, voilà, ils n'aiment pas trop, mais voilà. Et c'est eux qui font leur feuille de route tout seul. Donc, tu n'as rien vendu. Et on n'est pas des vendeurs de produits. Franchement, j'aime beaucoup cette approche et je suis, comme tu le sais, en accord avec ça. Mais alors, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, Oui. l'audience, un peu d'épargne de côté, mais qui ne sait pas par où commencer, ce serait quoi? Alors, la première préconisation, déjà, c'est de commencer. Commence tout de suite. Par contre, pas seul. Voilà. C'est qu'il faut commencer, mais il ne faut pas être seul. Ce qu'il faut faire déjà, c'est se former. On n'arrête pas de le dire. Le plus important, c'est la formation. Un client averti est un client qui sait où il met les pieds. Donc, tu commences avec petit, parce que beaucoup pensent que il faut avoir plein d'argent pour investir, pour avoir un patrimoine. Pas du tout. Moi, j'ai des clients qui sont, par exemple, qui sortent de l'école de commerce, ingénieur ou autre, qui ont des bons revenus, mais qui n'ont pas de capital. Un capital, tu l'obtiens que quand tu as 40, 50 ans, parce que tu as mis de l'argent de côté. Hein. Tu ne l'as pas quand tu as 25 ans, que tu sors de l'école. Hein. Tu n'as pas de patrimoine à ce moment-là. Tu dois le constituer. Donc, même si tu as un petit matelas, que tu avais ça sur un compte courant, sur un livret, ben, commence. Investis petit à petit, peut-être en mettant de manière régulière une certaine somme, donc selon ta capacité d'épargne, de côté mensuellement, et c'est le temps qui mécaniquement te fera constituer ton patrimoine. Donc, même si tu ne comprends pas tout, vas-y, n'y va pas seul, fais-toi accompagner, forme-toi, prends des formations, cherche à comprendre au moins les bases, tu vois, et définis surtout tes objectifs. Parce que c'est bien, oui, lance-toi, je vous dis, lancez-vous, mais pas comme ça, avec des objectifs sur ça, d'où l'importance d'être accompagné, de ne pas le faire seul, soit d'être formé via des formations, ou soit d'avoir quelqu'un, un professionnel compétent, un bon conseiller en gestion de patrimoine ou d'autres qui ne sont pas forcément gestionnaires de patrimoine, mais qui va te diriger, t'aider en fonction de tes objectifs, effectivement, à atteindre, à aller là où tu veux aller. Donc, et bien entendu, toujours selon tes valeurs éthiques. Mais de toute façon, le plus gros risque, c'est pas. Moi, je le dis toujours à mes clients. Le plus gros risque, c'est pas de mal investir. On fait tous des erreurs, on s'est tous trompés, on a tous peut-être perdu de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu auras investi, tu vas gagner forcément. C'est pas de mal investir. C'est de ne pas le faire du tout. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà. Pour moi, le plus gros risque, c'est de ne pas le faire du tout. Fais-le. Tu vas peut-être te tromper au début. Donc, d'où l'importance d'être accompagné et de se former. Mais tu vas peut-être te tromper un petit peu au début. Mais commence. Voilà. Il faut mettre le pied à l'étrier. Pour moi, c'est super important. En tout cas, merci Nadia. Donc, on va se retrouver, Inch'Allah, chaque semaine pour creuser un peu tous ces sujets-là. D'accord? C'est la bonne nouvelle. Et je pense qu'on parlera d'éducation financière déjà dans un premier temps, de ces trucs-là, et d'investissement, parce que je pense que, comme toi et moi, on le sait, il y a besoin de communiquer là-dessus pour que les gens aussi, à notre niveau, soient éduqués. En finance traditionnelle, les gens, ben, ils ont de quoi faire, mais pour les musulmans, il n'y a pas grand-chose. C'est un constat. Donc, il faut qu'on en parle. Et donc, je vous invite chaque semaine, on va essayer de faire une vidéo, Inch'Allah. Et je vous invite aussi, alors, pour ceux qui sont abonnés à l'investisseur musulman, c'est vrai que j'ai pris une tournée beaucoup de crypto. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne de Nadia qui est nouvelle. Hein. Du coup, allez-y à fond.
Capital éthique, d'accord, où on parlera de tout ça, de peut-être des choses un peu plus classiques. Il y aura aussi des invitations, etc., de personnes, je ne sais pas, peut-être sous notariat, peut-être sous Ouais, des d'autres. notaires, je pense qu'il y a du monde à venir. Parce qu'il y Voilà. a beaucoup de sujets musulmans qu'il faut évoquer, que ce soit la transmission, les successions, les contrats de mariage. Donc ça va être du notariat. Parler, oui, mais complètement, hein. Les investissements, on aura différents acteurs, effectivement, pourquoi pas spécialistes des marchés financiers, avocats fiscalistes, autres que moi, hein, avec des échanges de points de vue, des gens entrepreneurs, effectivement, de banques d'entités islamiques. Enfin, il y a quand même du beau monde qu'on peut inviter pour débattre de certains sujets. Et au-delà de ça, on parlera aussi de sujets du quotidien, hein. Ne serait-ce que, par exemple, le côté prévoyance, le côté assurance quand on est musulman. Je sais qu'on a fait la dernière fois en off un petit live sur ça, sur la prévoyance testamentaire en islam. Qu'est-ce qui existe, quelles solutions mettre en place, hein. On a des acteurs qui existent en France pour protéger sa famille, c'est-à-dire laisser sa famille tranquille, en paix, quand nous, on est amené à partir. Voilà, on a des obligations en tant que musulmans, donc ça, on n'y pense pas toujours. C'est des sujets importants qu'il faut mettre sur le tapis, hein. Et puis, des actes qu'on fait quotidiennement qui ne sont pas forcément licites, où on pense que c'est bien, on se rend compte que, oh, attention, c'est pas à faire, hein. On parle par exemple, tu sais, quand on est l'affiliation. Les affiliations sur des trucs non licites, quand on parle également, tu sais, les achats sur Internet, je perds mes mots moi aujourd'hui. Dropshipping, dropshipping. Ce genre de choses. Un truc tout bête aussi, la dernière fois que j'ai vu dans la galerie d'un centre commercial où tout le monde se rue au milieu, donc les colis perdus sont revendus comme ça. Les gens viennent en masse acheter les colis, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc quand on est musulman, on n'a pas le droit, c'est du ralal. Et moi, j'ai vu plein de gens, de femmes voilées, qui faisaient la queue. Et c'est pas un jugement, mais elles ne savent pas. Personne ne leur a expliqué. Parce que c'est le ralal qu'on n'a pas le droit, nous, en islam, d'acheter un bien dont on ne connaît pas. En fait, on ne connaît pas. Voilà, donc il y a tellement de choses au quotidien qu'on pourra évoquer. Et si effectivement il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous faire des écrits, à nous écrire. Voilà, on aimerait évoquer, vous nous parlez de tel sujet. Nous, c'est une source en fait de débat et on pourra vous apporter bien entendu des réponses. Alors après, on n'est pas des savants. Alors moi, je suis pas imam ou je suis une cholard en finance islamique, mais on a suffisamment de notions pour et de toute façon, on s'appuie toujours quand il y a des questions comme ça de personnes compétentes pour répondre à vos questions. La zakat. Combien de fois, enfin d'ailleurs, moi je présente ça demain à la mosquée, aux sœurs de la mosquée, le calcul de la zakat. Beaucoup se trompent, donc c'est important de ne serait-ce qu'avoir les grandes bases. Donc ça peut être aussi l'objet de plusieurs lives. Ok, avec grand plaisir. En tout cas, il y a aussi ce côté où c'est important de mentionner, où on accompagne déjà, on est aujourd'hui plus de 290 personnes au sein de notre groupe. Et on parle de beaucoup de choses déjà. Donc, vous avez compris, initiation sur les bases de la finance islamique, comprendre les bases, d'accord? Parce que c'est toujours bien de comprendre, et vous avez ce savoir-là, j'en parle souvent, mais quand on va dans un fonds, c'est bien, on dépense son argent, mais on dépense son argent. Est-ce qu'on reçoit le savoir? Non. Donc là, on vous apprend à comprendre, à avoir le mindset de l'investisseur, à comprendre les marchés financiers, à pouvoir investir vous-même en bourse. Ça peut faire des économies qu'on comprend les choses. Parce qu'il y a des frais. On va dans des fonds de gestion. Comprendre aussi les crypto-monnaies, les métaux précieux, la fiscalité qui est liée à ces actifs-là. À chaque produit. Donc, à chaque produit, ouais. Donc, c'est super important. Donc, on vous met tout ça en commentaire, épinglé ou en description. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Donc, beaucoup de personnes basculez aussi sur Capital Éthique parce qu'on va intervenir aussi là-bas, etc. Voilà. Donc, moi, je suis très orienté un peu crypto et éducation financière, mais on va aussi, avec Nadia, aborder aussi autre chose sur capital éthique. Donc, et au fur et à mesure, Inch'Allah, on va développer. Donc, donnez la force au maximum. On y va, on s'abonne et on va essayer d'être assez présent, Inch'Allah, pour vous. D'accord? Donc, Nadia, je vais te laisser le mot de la fin. Et merci en tout cas pour cette intervention qui est franchement nickel. Donc, voilà, on a hâte de recommencer. Et voilà, je te laisse terminer le mot de la fin. Moi, je vous retrouve avec plaisir pour les prochains épisodes, avec plein de sujets croustillants. Barakallahu fikoum. N'hésitez pas effectivement à rebasculer sur l'autre chaîne où on va évoquer de manière plus large vraiment la finance vue autrement, on va dire. Et vulgariser surtout pour que ça puisse être accessible et compréhensible pour vous. Et vous laissez bien entendu, comme moi, faire le virage à 360 degrés et aller vers des valeurs qui s'allient vraiment avec ce que vous recherchez. On vous dit à bientôt. Et puis, voilà, vous n'hésitez pas.
Allez, likez, partagez à fond. On compte sur vous et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam Assalamu alaikum. alaikum.